L'entrée dans le 21e siècle est l'occasion parfaite pour la Coupe du Monde de tester une nouveauté. Terminée l'Amérique ou l'Europe, la compétition prend pour la première fois de son histoire la direction de l'Asie pour se poser en Corée du Sud et au Japon. Une édition inédite, chargée en surprises et en revanche. De surprise, il en est question dès le premier match. Nous sommes le 31 mai 2002 et les champions du monde en titre français sont chargés d'ouvrir la première Coupe du Monde asiatique de l'histoire avec une confrontation avec le Sénégal. Néophytes dans la compétition, les Lions de la Teranga créent la sensation en Mondovision et s'imposent 1-0 grâce à une réalisation de Papa Bouba Diop. Un premier coup de tonnerre dans le tournoi qui entraîne la chute de l'équipe de France et qui en appelle bien d'autres. Outre le parcours calamiteux des Bleus, sur lequel on reviendra dans quelques instants, d'autres poids lourds du football mondial passent à la trappe dès le premier tour. Surpris d'entrer par les modestes États-Unis, le Portugal de Luís Figo rentre au pays plus tôt que prévu. Même topo pour l'Argentine, devancée par la Suède et l'Angleterre au classement. Les Pays-Bas, eux, s'évitent carrément cette désillusion en ne se qualifiant même pas pour le tournoi. En revanche, l'Espagne, l'Italie, le Brésil ou encore l'Allemagne tiennent leur rang, pendant que les deux co-organisateurs terminent en tête de leurs poules respectives. Mais si le Japon s'arrête en huitième de finale face à la Turquie, la Corée du Sud continue de prendre du bon temps et de surprendre son monde. Bien aidée par un arbitrage plutôt favorable, l'équipe de Gus Hiddink élimine l'Italie en prolongation, puis l'Espagne au tir au but en quart de finale. Un stade de la compétition qui voit s'affronter deux autres sensations, la Turquie et le Sénégal. Mais comme le Cameroun en 1990, la sélection africaine s'arrête là et laisse la Turquie défier le Brésil dans le dernier carré. Portée par une attaque All-Star, notamment composée de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho, la Seleção ne tremble pas face aux partenaires d'Hakan Şükür et file disputer une troisième finale de mondial consécutive. De l'autre côté, l'Allemagne assure une nouvelle fois le coup et met fin au rêve sud-coréen après avoir brisé celui des États-Unis en quart de finale. Chargée en rebondissement, cette Coupe du Monde offre donc une finale inédite entre deux géants du football mondial. C'est même la première fois que les deux monuments croisent leur route dans le tournoi. Au lendemain de la médaille de bronze acquise par la Turquie, Brésiliens et Allemands se retrouvent donc à Yokohama pour une rencontre disputée. Mais privé de son patron Michael Ballack et malgré son gardien Oliver Kahn, nommé meilleur joueur de l'édition, la Mannschaft plie face à un doublé de l'inévitable Ronaldo. Le 5e titre mondial du Brésil, qu'on appelle la Penta au pays, porte donc la marque du célèbre numéro 9, pourtant tout proche de ne pas prendre part à la compétition. Deux raisons expliquent l'absurde probabilité de ne pas voir l'un, si ce n'est le meilleur attaquant de l'époque, ne pas participer à cette édition 2002. La première est collective. Après son sacre continental de 1999, le Brésil entre dans une période trouble et peine comme rarement à gagner des matchs durant les éliminatoires. Sur un fil, la Seleção voit alors Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leao et Luis Felipe Scolari se succéder sur son banc. Ce dernier parviendra finalement à redresser la barre et à qualifier sa sélection pour le mondial asiatique. Premier ouf de soulagement. Mais Ronaldo sera-t-il de la partie ? Champion du monde à tout juste 17 ans en 1994, sans pour autant être entré en jeu, le Brésilien est également passé à côté de sa finale en France 4 ans plus tôt. Pourtant, l'Oriverde rêve de marquer une Coupe du Monde de son empreinte, comme l'ont fait ses glorieux prédécesseurs, comme Romario, Garrincha ou bien évidemment Pelé. Mais l'après-mondial 98 est un véritable calvaire pour le buteur, régulièrement blessé en raison d'un genou fragile. La saison précédant la Coupe du Monde en Asie, Ronaldo est écarté des terrains pendant une majeure partie et ne fait son retour à la compétition qu'au mois de mars seulement. Mais le Brésilien ne porte pas le surnom d'Il Fenomeno pour rien. Le joueur de l'Inter Milan inscrit 6 buts et mène les siens vers la finale de Yokohama au Japon. Au pays du soleil levant, Ronaldo achève sa renaissance par un nouveau doublé face à l'Allemagne, synonyme de 5e sacre pour le Brésil, 8 buts, une deuxième consécration planétaire et une sacrée revanche prise par le futur Ballon d'Or, 4 ans après avoir été dégoûté par des Bleus aux abonnés absents en 2002. Si la Coupe du Monde asiatique est l'édition de toutes les surprises, c'est parce que les champions du monde en titre y contribuent grandement. Encore plus confortés par leur victoire à l'Euro 2 ans plus tôt, les Bleus de Roger Lemaire font office de grandissimes favoris à la victoire finale. Un pronostic qui se perpétue dans l'Hexagone. Quelques temps avant le coup d'envoi du tournoi, le sponsor Adidas diffuse
par exemple une publicité du maillot floqué d'une deuxième étoile. Pendant ce temps-là, Johnny Hallyday entonne l'hymne des Bleus, tous ensemble, véritable succès. Le tube s'entend partout et s'écoule à plus de 500 000 exemplaires. Bref, c'est certain, les tricolores vont rééditer la performance de 98 et conserver leur couronne. Une confiance partagée par les joueurs eux-mêmes. Considérés comme les nouveaux Beatles, les champions du monde et d'Europe déchaînent les foules à chacun de leurs déplacements. Qualifiés d'office pour la compétition, ces derniers enchaînent les tournées et les matchs amicaux avec succès. Une Coupe des Confédérations est même venue s'ajouter au palmarès en 2001, alors que Thierry Henry, meilleur buteur de Première Ligue, David Trezeguet, meilleur buteur de Serie A, et Djibril Cissé, meilleur buteur de Ligue 1, composent le secteur offensif. À quoi s'ajoutent certains éléments clés des précédents succès. Alors qui peut véritablement battre la France? Pas le modeste Sénégal en tout cas. Qualifié pour son premier mondial, le Sénégal est désigné pour affronter les Bleus à Séoul le 31 mai 2002 en match d'ouverture. Guidés par le français Bruno Metsu, les Lions de la Terre engagent crânement leur chance et créent la sensation. Dans l'Hexagone, le choc est immense, mais doit servir à se remettre la tête à l'endroit. Peine perdue, les tricolores bafouent leur football, prennent un point contre l'Uruguay et craquent de nouveau contre le Danemark. Stupeur. Pour la première fois depuis 1966, le champion sortant est écarté dès le premier tour. Avec un Zinedine Zidane amoindri physiquement, l'équipe de France rentre au pays la tête basse, avec dans sa besace un trop-plein de confiance qui n'aura pas quitté le Turc Hakan Şükür de tout le tournoi. Moins aguerri que certains, lui ne manque pourtant pas d'humilité, ni son rendez-vous avec l'histoire. Joueur de Parme à l'époque, il est l'un des artisans de l'épopée historique de la Turquie, conclue sur la 3e marche du podium. Pour en arriver là, la sensation du tournoi s'offre l'organisateur sud-coréen lors de la petite finale sur le score de 3-2, grâce notamment à un but supersonique d'Hakan Şükür. Il ne suffit effectivement que de 11 secondes au buteur turc pour ouvrir le score et ainsi effacer des tablettes le record de 27 secondes détenu par l'anglais Brian Robson depuis 1982. Le but le plus rapide jamais inscrit en Coupe du Monde est donc désormais l'œuvre du Turc Hakan Şükür. C'est en 2000 que la FIFA attribue l'organisation de la Coupe du Monde à l'Allemagne suite à un scrutin à 2 tours entaché de polémiques, plusieurs affaires de pression sur les votants, voire même de corruption ayant éclaté par la suite. Sous la houlette du président du comité d'organisation Franz Beckenbauer, 12 villes allemandes se préparent à accueillir la compétition avec des stades construits ou reconstruits, avec une répétition générale un an plus tôt lors de la Coupe des Confédérations. L'Allemagne est qualifiée d'office en tant qu'organisateur alors que tous les autres pays, y compris le Brésil tenant du titre, doivent passer par les qualifications, ce qui est une première. L'Angola, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République tchèque, le Togo, Trinité et Tobago et l'Ukraine participent à leur première Coupe du Monde. Le tirage au sort fin 2005, avec l'Allemagne et le Brésil placés dans 2 tableaux distincts, forme notamment un groupe de la mort avec l'Argentine, les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire et la Serbie-Monténégro. Le premier tour voit les poids lourds se démarquer. Carton plein pour l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et le Brésil. 2 victoires et un nul pour l'Angleterre, l'Argentine et les Pays-Bas. Seule la France souffre et doit son salut à une victoire in extremis face au Togo lors du dernier match. Alors que l'Équateur ou le Ghana font figure d'invité surprise, l'Angola passe tout près d'un énorme exploit, laissant échapper une qualification en toute fin du dernier match face à l'Iran. Les 8e de finale, sans la règle du but en or supprimée depuis l'édition 2002, voit l'Allemagne écarter la Suède, l'Argentine se qualifier difficilement face au Mexique après prolongation, tandis que l'Angleterre doit compter sur un coup franc du spécialiste David Beckham pour s'en sortir face à l'Équateur. L'Italie s'en remet au pénalty généreux transformé par Totti pour éliminer l'Australie. L'Ukraine écarte la Suisse au tir au but, alors que le Brésil écarte le Ghana sans ménagement sur le score de 3-0, avec le 15e but de Ronaldo en Coupe du Monde, un record à l'époque depuis battu par Miroslav Klose. Les 2 derniers 8e de finale sont tendus, avec le Portugal qui bat les Pays-Bas 1-0 dans une rencontre marquée par 20 cartons, dont 4 rouges. La France, de son côté, répond sur le terrain au chambrage de la presse espagnole, certaine de mettre Zinedine Zidane à la retraite. Secondé par Ribéry et Vieira, le numéro 10 des Bleus sort son pays d'adoption. En quart de finale, où l'on retrouve tous les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde à l'exception de l'Uruguay, l'Allemagne élimine l'Argentine au tir au but grâce aux arrêts de son gardien, Jens Lehmann. L'Italie écarte l'Ukraine 3-0 avec notamment un doublé de Luca Toni. Le choc Angleterre-Portugal tourne lui à la faveur des Lusitaniens, portés par leur gardien Ricardo, auteur de 3 arrêts durant les tirs au but.
Un match marqué par l'expulsion de Wayne Rooney pour une faute sur Ricardo Carvalho, mais aussi l'influence auprès de l'arbitre de son partenaire de l'époque, un certain Cristiano Ronaldo. L'affrontement entre la France et le Brésil est lui marqué par le show Zinedine Zidane. Le numéro 10 des Bleus est plus brésilien ce soir-là que les Ronaldinho, Ronaldo et autres Kaka. Magicien de cette rencontre, Zidane délivre en prime sa première passe décisive pour Thierry Henry, permettant aux Bleus de battre une nouvelle fois le Brésil après 1998. Les demi-finales présentent la particularité de réunir uniquement des équipes européennes, ce qui n'était pas arrivé depuis 1982. La première demi-finale voit l'Italie s'imposer après prolongation face à l'Allemagne, la domination italienne étant récompensée par Grosso puis Del Piero au bout des 120 minutes. La France, de son côté, s'offre encore son rival favori en demi-finale d'une compétition officielle. Après 1984 et 2000, les Bleus s'imposent face au Portugal grâce à un pénalty transformé par Zidane. Tandis que l'Allemagne termine 3e de la Coupe du Monde en disposant du Portugal 3-1, l'Italie défie la France avec l'envie de prendre sa revanche suite aux défaites douloureuses en 1998 et 2000. Zinedine Zidane y signe 2 coups de folie désormais légendaires. Une panenka osée pour tromper un Buffon, ancien partenaire à la Juve qu'il connaît par cœur, dès la 7e minute, mais surtout le terrible coup de boule infligé à Marco Materazzi en prolongation, laissant les Bleus à 10. De son côté, l'Italie a rapidement réussi à égaliser par Materazzi avant de résister aux assauts français grâce au génie de Buffon. La séance de tir au but voit David Trezeguet échouer et Fabio Grosso délivrer les siens, offrant à la Squadra Azzurra son 4e titre de champion du monde après 1934, 1938 et 1982. Mais de notre côté des Alpes, le moment marquant de cette finale reste bien évidemment le terrible dérapage de Zinedine Zidane. Pas ça Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ces mots du regretté Thierry Gilardi rappelleront à jamais l'un des grands événements de l'histoire du football français. À la 108e minute de jeu, après un échange de mots avec Marco Materazzi, Zinedine Zidane lui inflige un coup de boule dans la poitrine, laissant le défenseur italien au sol. Prévenu par son adjoint, qui a revu la scène sur un écran vidéo bien avant que le VAR n'existe, l'arbitre Horacio Elizondo n'hésite pas et sort le carton rouge pour Zidane. Pendant longtemps, le numéro 10 des Bleus restera mystérieux sur les raisons de ce coup de nerf mémorable, avant de dévoiler que les mots de Materazzi au sujet de sa sœur, qui s'occupait de sa mère souffrante à l'époque, ont fait dégoupiller Zidane, qui disputait là le dernier match de sa carrière. Une fin douloureuse pour Zidane, mais aussi pour l'équipe de France dans un parcours qui a failli tourner au miracle. À l'été 2005, impossible en effet d'imaginer le destin des Bleus un an plus tard. Engluée dans son groupe de qualification, l'équipe de France de Raymond Domenech doit son salut au retour de Zidane, Makelele et Thuram qui sortent de leur retraite pour qualifier les Bleus. Une qualification forceps qui sera la marque de fabrique de ces Bleus lors du premier tour. Après des nuls décevants face à la Suisse 0-0 et la Corée du Sud 1 partout, les Bleus sont condamnés à la victoire face au Togo sans Zidane suspendu. 2 buts en deuxième période et un Patrick Vieira retrouvé lancent les Bleus vers un parcours exceptionnel par la suite. Le 8e de finale savoureux face à l'Espagne voit Zidane éliminer un pays voulant le mettre à la retraite, secondé par la fraîcheur de la révélation Franck Ribéry. Le quart de finale face au Brésil marque l'excellence du jeu français et d'un Zidane au sommet de son art à 3 matchs seulement de la fin de sa carrière. Après avoir écarté l'ennemi portugais qui n'était qu'un obstacle vers une finale qui tendait les bras à cette équipe de France redevenue implacable, le terrible coup de boule de Zidane et le réalisme italien ont finalement eu raison d'une équipe de France qui a failli réaliser le coup parfait. Au contraire, cette douloureuse défaite marquera le début d'une période difficile sous le règne de Raymond Domenech, avec le fiasco de Naïsna en ligne de mire. De son côté, la Côte d'Ivoire a connu un parcours bien particulier en Allemagne. Portée par le sélectionneur français Henri Michel, la sélection ivoirienne s'avance vers la Coupe du Monde 2006 avec des ambitions portées par quelques grandes individualités telles que Kolo et Yaya Touré ou le capitaine Didier Drogba. Mais dans une poule de la mort avec l'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie-Monténégro, les Ivoiriens vont avoir la terrible particularité d'être menés 2-0 sur chacun de leurs matchs. Un handicap trop lourd à surmonter dans cette compétition ultime, ce qui n'a pas empêché les éléphants d'accrocher une victoire d'honneur face aux Serbes lors du dernier match. Elle s'est fait attendre, mais elle est enfin là. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde prend la direction du continent africain et plus précisément de l'Afrique du Sud, déjà candidate pour accueillir l'édition de 2006.
Finalement battu d'une voix par l'Allemagne, le pays de Nelson Mandela retente sa chance pour 2010 et devance cette fois-ci le Maroc et l'Égypte. Pour cette nouvelle destination, aucun gros ne manque à l'appel et le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie, le Ghana et la Côte d'Ivoire portent les espoirs de tout un continent, prêt à vibrer au rythme du football. Et des vuvuzelas bien sûr, souvenez-vous. Corne d'environ 1 mètre de long popularisé en Afrique du Sud, le vuvuzela a produit un son assourdissant et omniprésent, devenu le cauchemar des téléspectateurs mais aussi des sélectionneurs, des joueurs, incapables de communiquer facilement sur le rectangle vert. Ça n'empêche pas pour autant le spectacle et les rebondissements d'être au rendez-vous. Au rayon des sensations, l'Italie lance le bal. Championne du monde en 2006, elle quitte la compétition dès le premier tour, malgré un groupe largement à sa portée, et rentre vers l'Europe en compagnie de l'équipe de France, dont on évoquera le piètre parcours dans quelques instants. Le champion du monde en titre et son vice-champion dehors dès le premier tour, une première dans l'histoire qui en appelle d'autres. Malgré sa victoire finale contre la France, l'Afrique du Sud devient également le premier pays organisateur à quitter la compétition dès le premier round. Battue par la Suisse pour son entrée en lice, l'Espagne, championne d'Europe, est quant à elle bien présente au stade des huitièmes de finale, tout comme les autres favoris. Et la compétition continue de s'emballer, bien été par Jabulani, qui signifie être joyeux en zoulou. Le fameux ballon de l'édition 2010 favorise les frappes lointaines et met en grande difficulté les gardiens par ses trajectoires flottantes et incertaines. C'est d'ailleurs d'une tentative de plus de 30 mètres que Souleymane Tari ouvre le score pour le Ghana contre l'Uruguay en quart de finale. Mais au terme d'une partie rocambolesque, la Céleste brise le rêve des Black Stars et de tout un continent. Avant d'être stoppé par les Pays-Bas dans le dernier carré, tout juste tombeur du Brésil au tour suivant. Dans le même temps, la fougueuse Allemagne vient de rouler sur l'Angleterre et l'Argentine de Diego Maradona et semble se diriger vers le grand rendez-vous de Johannesburg. Mais l'Espagne passe par là et file disputer sa toute première finale de mondial. Ce 11 juillet 2010 au Soccer City, une nouvelle nation va donc inscrire son nom au prestigieux palmarès de la Coupe du Monde. Reste à savoir laquelle. Dans une rencontre aussi indécise qu'inédite dans le tournoi, il faut attendre la prolongation et un éclair d'Andrés Iniesta à 4 minutes du terme pour voir se décanter la situation. Après l'Europe 2 ans plus tôt, la Rora conquiert le monde. Réputée pour être l'adepte même du tiki-taka, la sélection ibérique à l'accent très barcelonais ne marque pourtant que 8 buts durant le tournoi, soit le plus faible total pour un champion du monde, devenu également le premier pays européen à s'imposer en dehors du vieux continent. Surtout, David Villa et sa bande ne laissent aux oranges que leurs yeux pour pleurer, battus pour la 3e fois en finale après 1974 et 1978. Mais de larmes, il en est également question au moment d'évoquer la sensation du tournoi, le Ghana. Tout commence pourtant par des sourires pour les Black Stars. Parmi les 6 sélections africaines qualifiées pour cette édition inédite, le Ghana marque son terrain d'entrée en disposant de la Serbie, puis en tenant le nul contre l'Australie. La courte défaite contre l'Allemagne ne change rien, comme en 2006, les Ghanéens sont de la partie en 8e. Venus à bout des États-Unis, les partenaires des frères Ayou s'ouvrent même les portes des quarts de finale. Performance africaine égalée avec le Cameroun de 1990 et le Sénégal de 2002. Mais contrairement à ses glorieux prédécesseurs, le Ghana peut compter sur l'appui et le soutien de tout un continent en Afrique du Sud. Tout un peuple se prend effectivement à rêver d'une qualification dans le dernier carré, et pourquoi pas plus. D'autant que les Black Stars prennent les commandes de leur quart de finale face à l'Uruguay juste avant la pause. Finalement rattrapé au score dans le 2e acte, le Ghana tient bon et prolonge le suspense jusqu'en prolongation. Indécise, la rencontre bascule alors dans les tout derniers instants. À la suite d'un cafouillage, l'attaquant uruguayen Luis Suarez détourne clairement le ballon des deux mains sur sa ligne alors que ce dernier prenait la direction des filets et de la demi-finale pour le Ghana. L'avant-centre est logiquement expulsé et offre une 2e balle de match à Asamoah Gyan. L'Afrique retient son souffle, la tension est palpable, trop peut-être pour le buteur des Black Stars dont la frappe fracasse la barre transversale et s'envole. Le rêve avec. Désorienté, le Ghana perd pied durant la séance de tir au but et laisse l'Uruguay rallier le dernier carré au terme d'une rencontre à la dramaturgie sans égale dans cette édition 2010. De la dramaturgie, les Bleus en jouent également à leur manière. Depuis 2006, la finale perdue contre l'Italie et le départ à la retraite de Zinedine Zidane, les Bleus sont méconnaissables et se morfondent dans le médiocre. Le fiasco de l'Euro 2008 et de l'élimination au premier tour ne sert aucunement de leçon à une sélection sans réel leader et dont le mélange entre nouvelle et ancienne génération ne prend pas.
Aux commandes depuis 2004, Raymond Domenech n'apparaît pas non plus taillé pour redresser la barre et le mur vers lequel l'équipe de France se dirige apparaît désormais inévitable. Pas même par la fameuse main de Thierry Henry lors du barrage retour de novembre 2009 contre l'Irlande. Le geste de l'attaquant français permet à William Gallas d'égaliser en prolongation au Stade de France et de soulager tout un peuple. Croit-on ? Passés par la petite porte, les tricolores basculent dans la polémique et deviennent l'objet des railleries du monde entier. Malgré tout, les vice-champions du monde iront bien en Afrique du Sud, mais pas vraiment pour briller. Battu par la Chine en préparation, Franck Ribéry et sa bande n'affichent aucune maîtrise technique ni tactique et bloquent d'entrée contre l'Uruguay. Et le pire arrive. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Bleus s'inclinent 2-0 contre le Mexique et voient l'horizon s'obscurcir. Celui-ci est même devenu orageux. À la mi-temps du match, Nicolas Anelka et Raymond Domenech se brouillent. Le sélectionneur écarte l'attaquant de la rencontre, puis du groupe dans la foulée. Pour protester, les partenaires de l'avant-centre décident de faire grève les jours suivants en Mondovision. À Knasna, ville de leur camp de base, les joueurs de l'équipe de France deviennent la risée du monde entier et celle de l'histoire d'une sélection humiliée par le pays hôte lors du 3e et dernier match. Après avoir refusé de descendre du bus, les Bleus montent dans l'avion pour entrer au pays où le scandale est devenu affaire d'État. D'affaire d'État, il en a presque été question au sortir du 8e de finale polémique entre l'Allemagne et l'Angleterre. On s'approche de la mi-temps et les Trois Lions viennent de réduire le score à 2-1. Un moindre mal tant la Nationalmannschaft est apparue supérieure. Les Britanniques sont toutefois requinqués par leur réalisation et poussent immédiatement pour revenir. À l'entrée de la surface, Frank Lampard hérite du cuir. Le milieu de Chelsea ne se pose pas de questions et tente sa chance. Sa frappe heurte la barre, puis redescend derrière la ligne d'un Manuel Neuer battu et tout heureux de récupérer la balle aussitôt sans que l'arbitre de la rencontre, Jorge Larionda, n'accorde le but aux Anglais. Stupeur. Le ralenti vidéo de l'action tourne sur les chaînes du monde entier et confirme l'impression du direct. La balle a bien entièrement franchi la ligne du but allemand. Et l'Angleterre aurait dû revenir à 2-2. 44 ans après le litigieux but de Geoff Hurst en finale du Mondial 66, l'Allemagne tient quant à elle sa revanche. La polémique participe sans doute grandement à la révolution technologique amorcée par la FIFA, avec la mise en place dès la Coupe du Monde 2014 de la Goal Line Technology. Mais ça, on en parle au prochain épisode. Dès 2003, la FIFA annonce que l'Amérique du Sud accueillera la Coupe du Monde 2014. Le Brésil est finalement l'heureux élu en 2007 après une désignation polémique, la candidature concurrente de la Bolivie étant écartée par la FIFA, provoquant un tollé général. Cette Coupe du Monde provoque également de grosses tensions au Brésil dans un pays en crise. Les énormes dépenses engagées passent très mal auprès d'une population étranglée par le contexte économique. En prime, l'attribution de certains chantiers soulève le doute avec l'implication supposée de cartels. Plusieurs grandes premières marquent la compétition. Un nouveau participant, la Bosnie-Herzégovine, mais aussi plusieurs innovations. La Goal Line Technology, l'usage du spray pour marquer les distances sur les coups francs, mais aussi l'instauration des pauses fraîcheurs. Fin 2013, le tirage au sort de la compétition est marqué par la présence de toutes les équipes championnes du monde depuis 1930. Le premier tour est riche en surprises, avec l'élimination de l'Espagne, pourtant tenante du titre, qui subit la loi des Pays-Bas de Van Persie, mais également du Chili. L'Angleterre et l'Italie passent également à la trappe dans un groupe avec le Costa Rica et l'Uruguay. Les Anglais sont même éliminés dès le deuxième match de poule, une grande première dans leur histoire. Dernière surprise, l'élimination du Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a dû attendre la 80e minute du dernier match pour ouvrir son compteur but. Une claque 4-0 face à l'Allemagne plombe les Lusitaniens, finalement devancés à la deuxième place par les États-Unis. Dans les autres groupes, le Brésil se qualifie facilement, malgré la polémique d'un pénalty litigieux lors du match d'ouverture remporté face à la Croatie. Une poule où le Cameroun est quant à lui secoué par une affaire de prime et finit avec un 0 pointé. La Colombie, avec les révélations James Rodriguez et Cuadrado, frappe fort. L'équipe de France domine sa poule avec des larges succès face au Honduras et la Suisse avec un Karim Benzema déjà chaud. L'Argentine, malgré 3 victoires et déjà 4 buts de Lionel Messi, se qualifie sans convaincre. Enfin, dans un groupe où l'Algérie se qualifie à la deuxième place, la Belgique passe également. Les huitièmes de finale sont quasiment tous une bataille acharnée. Seule la Colombie se qualifie tranquillement face à l'Uruguay, privée de Luis Suarez, suspendu après un incroyable coup de folie face à l'Italie. Le Brésil peut remercier Julio César, décisif lors de la séance de tir au but face au Chili. Tir au but également pour le Costa Rica face à la Grèce. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Argentine et l'Allemagne passent par la prolongation.
la Mannschaft faisant craquer l'Algérie de l'incroyable Mboli avec, ironie du sort, une magère de Chourle. Enfin, la France doit attendre la fin de match pour écarter le Nigeria de l'épatant Vincent Enyama. En quart de finale, l'Allemagne fait tomber la France grâce à Mats Hummels qui ouvre rapidement le score et Neuer qui écœure les attaquants français. L'Argentine écarte la Belgique grâce à Higuaín, les Pays-Bas profitent du pari gagnant de Louis van Gaal qui change de gardien pour la séance de tir au but face au Costa Rica. Le Brésil élimine quant à lui la révélation colombienne James Rodriguez, meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, mais perd Neymar, sérieusement touché aux vertèbres après un choc, tandis que Thiago Silva récolte un jaune, synonyme de suspension en demi. Une demi-finale qui tourne au cauchemar absolu pour la nation brésilienne. Le choc Brésil-Allemagne, qui est seulement le deuxième affrontement en Coupe du Monde entre les deux équipes après la finale de 2002, tourne à l'humiliation. 5-0 au bout d'une demi-heure et 7-1 au score final, une claque mémorable qui contraste avec la terne demi-finale Pays-Bas-Argentine, où Louis van Gaal ne réitère pas son pari des gardiens et voit le portier argentin Sergio Romero qualifier les siens. Alors qu'un Brésil dévasté perd face aux Pays-Bas lors du match pour la 3e place, l'Allemagne et l'Argentine s'affrontent donc une nouvelle fois en finale après 1986 et 1990. L'occasion pour Lionel Messi, meilleur joueur de la compétition, de placer enfin son nom sur le toit du monde ? L'Allemagne de Götze en décide autrement avec un but en prolongation qui offre le 4e titre de champion du monde de l'histoire de la nation allemande. Mais le fait marquant de ce mondial a bien évidemment eu lieu au tour précédent avec l'humiliation du Brésil à domicile. Privé de Neymar blessé et de Thiago Silva suspendu, le Brésil de Luis Felipe Scolari n'imagine rien d'autre qu'une qualification en finale de son mondial. La chute est donc d'autant plus violente quand l'Allemagne porte le score à 5-0 au bout d'une demi-heure seulement, avec notamment 4 buts entre la 23e et la 29e minute de jeu. Tandis que Klose marque son 16e but en phase finale de Coupe du Monde, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la compétition devant Ronaldo, le calvaire brésilien s'achève sur le score de 7-1. Cette claque est tout simplement la pire défaite de l'histoire du Brésil depuis 1920 et un 6-0 infligé par l'Uruguay. Les supporters brésiliens, en larmes en tribune, huent copieusement la Seleção avant que des affrontements éclatent en tribune, obligeant la police militaire à intervenir. Un cauchemar de bout en bout. De son côté, l'Uruguayen Luis Suarez s'est distingué par un coup de folie tout aussi mémorable. À l'occasion du match entre l'Uruguay et l'Italie remporté par la Céleste en phase de poule sur le score de 1-0, l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qui est à ce moment-là entre Liverpool et un transfert à Barcelone, a totalement perdu la raison lors d'un duel avec Giorgio Chiellini. La morsure de Luis Suarez à l'épaule de l'Italien fait le tour du monde et provoque un énorme tollé. La FIFA sanctionne lourdement l'attaquant avec une suspension de 4 mois, plus lourde sanction de ce genre prise dans le cadre d'une Coupe du Monde. Quelques années plus tard, Luis Suarez reconnaîtra avoir fait appel à des psychologues après cet incroyable dérapage, mais Giorgio Chiellini ne lui en tiendra pas rigueur, déclarant même admirer la malice du buteur uruguayen. L'équipe de France, quant à elle, a connu un parcours prometteur, seulement stoppé par le champion du monde. La bande de Didier Deschamps, nommée 2 ans plus tôt pour succéder à Laurent Blanc, arrive dans la compétition avec un statut de miraculé, après avoir terminé 2e de sa poule derrière l'Espagne, pourtant accrochée chez elle au terme d'une performance héroïque des Bleus, avec un but de Giroud. C'est un incroyable barrage face à l'Ukraine, où la France s'impose 3-0 au Stade de France après une défaite 2-0 à Kiev, qui envoie les Bleus au Brésil. Des Bleus qui se présentent sans Samir Nasri, pourtant tout récent champion d'Angleterre, ni Eric Abidal qui décide dans la foulée de prendre sa retraite internationale. Steve Mandanda se blesse quant à lui, juste avant le mondial, remplacé par Stéphane Ruffier. Porté par quelques cadres comme Lloris ou Benzema, des valeurs sûres comme Giroud ou Valbuena, mais aussi Paul Pogba, Antoine Griezmann et Raphaël Varane comme promesse d'avenir, l'équipe de France hérite d'une poule favorable. 3-0 face au Honduras, 5-2 face à la Suisse et un nul contre l'Équateur propulse les Bleus en 8e, avec un Karim Benzema déjà auteur de 4 buts. Grâce à un but de Pogba et un autre contre son camp de Yobo, le Nigeria d'un Vincent Enyama héroïque dans les buts est écarté en 8e. Le choc des quarts de finale oppose donc la France à l'Allemagne. Malheureusement, des Bleus encore trop tendres face à une Allemagne au sommet de son art craquent face aux coups de tête de Hummels et aux arrêts de Neuer. Le point final d'une Coupe du Monde encourageante et prometteuse, avec en point de mire l'Euro 2016 et la prochaine Coupe du Monde en Russie avec d'autres ambitions. Après ce focus sur 2014, on se retrouve très vite pour évoquer la Coupe du Monde 2018. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube.
Retrouvez également 11 Mondial sur notre site internet et nos réseaux sociaux durant toute la Coupe du Monde au Qatar.